Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Nous avons reçu des personnes qui font partie de l'association Assidus, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Elles nous expliquent pour quelle cause elles œuvrent. Tout ça au studio de TVB. On les retrouve tout de suite. Assidus est une association citoyenne pour la défense des usagers des services publics. Nous sommes nés avec les luttes pour la sauvegarde des guichets de poste à Lausanne. Et nous sommes aussi, certains de nos membres se sont aussi battus pour la poste de la Bourdonnette, ainsi que les autres. Alors nous sommes nés à cette période-là et nous sommes passés de la défense d'un guichet de notre quartier à la défense de tous les offices de poste de Lausanne et de là à la défense du service public. Parce qu'on a fait un chemin, on s'est rendu compte que c'était ça qui était important. Mais je veux juste ajouter quelque chose, c'est que dans cette défense des offices de poste, c'est les gens qui se sont battus qui ont conservé leur bureau de poste. Puis ça, même c'était des tout petites victoires, on en était très conscientes, hein, que c'était des petites victoires d'étape. On s'est rendu compte que ceux qui crochaient comme des pitbulls, leur bureau restait ouvert. C'est d'accord? Oui. Et puis, en se battant, d'abord, on ne savait pas très bien. Moi, j'ai atterri là-dedans, je ne savais pas très bien pourquoi, je ne savais pas très bien ce que j'y faisais. Mais je trouvais tout à fait injuste qu'on nous ferme un bureau de poste qui me paraissait tout à fait fondamental pour les gens. Hein? Et puis, c'est à partir de là, je me suis dit, mais au fond, d'abord, l'importance du bureau de poste. Parce que les personnes âgées qui ont de la peine à se déplacer, parce qu'il y a la marque de la collectivité qui est là, on rencontre les gens, les dames pour les chiens, qu'on prend les chiens, etc. Enfin, les gens se voient, et il y a une présence. À côté, là je parle d'Ouchy, à côté, il y avait un poste de police aussi. Et maintenant, il est fermé, comme là, poste plus ou moins, il est ouvert à certaines heures, on ne sait pas très bien. Bon. Et ça, c'est un élément qui rassure, qui crée le quartier, on sait qu'il y a ça. Donc, et puis, justement, dans ces comités de poste, moi, personnellement, et d'autres, André, elle le savait déjà, mais moi, pas, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ils ferment? Mais pourquoi ils ferment? C'est quoi de fermer? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et puis là, c'est là qu'on a passé, d'abord on a vu, mais il y a d'autres qui ferment, mais pourquoi est-ce qu'ils ferment ça? Et c'est là qu'on a passé à la privatisation. Qu'est-ce que c'est que cette privatisation? Hein? Oui. Là, on s'est rendu compte que toutes ces fermetures de guichets de poste, ça a enlevé des bouts de services publics aux habitants de la ville de Lausanne. On peut parler de ça dans le canton, dans la Suisse, dans le monde, hein, mais aux habitants de la ville de Lausanne. Ça leur a enlevé des bouts de services publics. Et à terme, cela signifie que la poste serait privatisée. Et qu'est-ce que ça veut dire privatiser? La poste, elle a été créée par nos grands-parents, ou je ne sais pas, avant encore, hein, et ça a été créé et ça a été payé avec nos impôts, avec les impôts de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Ça a été payé par la collectivité. Elle a été créée par la collectivité, payée par la collectivité, maintenue par la collectivité. La Poste, les CFF et tous les services publics que nous avons aujourd'hui. Les écoles. Donc on peut dire que ça nous appartient. C'est nous qui avons payé. C'est à nous, nos parents, etc. Si vous avez une villa, hein, que c'est vos parents qui l'ont acheté, payé vos grands-parents, vos parents ils ont rénové, puis vous-même vous payez, etc. Les services publics, c'est ça, c'est nous, c'est personne d'autre. C'est la collectivité. Oui. Et donc, il y a un effet immédiat avec la privatisation, parce qu'au fond, on peut se dire, qu'est-ce qu'on a à foutre, que ce soit la compagnie Schmoldu ou l'État, on va à la poste, quoi, ou d'autres choses. Ben, c'est un effet immédiat, hein, c'est que les emplois, les gens qui travaillent sont tout de suite maltraités, mais très vite, hein, ça va, bon. Et que les prix, ils prennent l'ascenseur. Moi, je donne juste un exemple, si tu permets, je vais peut-être un peu trop vite, je donne un exemple de la Poste. Je connais quelqu'un qui bosse à la Poste et on a essayé de lui baisser de 400 francs son salaire. On l'a appelé, on lui a dit, on lui a raconté des salades, des pommades. Oui, vu la restructuration, la contre-machin, le truc, le schmoldu, l'échelle des salaires qui a changé, les fonctions, le machin, puis vous savez, tout est tellement changé. Oh, puis il faut s'adapter. Eh bien, alors voilà, ça vous fera 400 francs de moins à la fin du mois. Le type s'est battu, il a dit très bien, j'appelle tout de suite la télévision, ce soir je suis en direct à la TV, parce que lui, il savait qu'il pouvait, hein, pour différentes raisons.
on ne lui a pas baissé. D'autres que je connais, ils ont eu peur. Ils se sont fait voler 400 francs de leur salaire. Et donc, et ça c'est juste une anecdote, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bon, voilà. Et en conséquence aussi, les gens qui ont été mis à la porte. Ah, évidemment, des brouettes, des charrettes, des gros paquets de personnes. Puis après, aller au chômage. Donc, alors, c'est ça bled, le problème. Le problème est là. Le problème est là. Lorsqu'on privatise, il y a, comme le disait Elisabeth, il y a les conditions de travail qui baissent, le nombre de postes de travail qui diminue fortement et les prix pour les usagers qui augmentent. Et les usagers, d'ailleurs, deviennent des clients et ne sont plus des usagers, ce qui change tout. Ça change tout. L'usager, il est, entre guillemets, il est propriétaire, il est copropriétaire avec tous les autres usagers d'un service qui est rendu. C'est l'État qui rend un service aux personnes qui habitent l'endroit. Ce service, il est le même pour tous. Que vous gagnez 10 000 ou 1 000 par mois, c'est la même chose. Vous allez dans la même école, vous utilisez la même route, vous avez le même guichet de poste, vous avez le même hôpital, vous avez le même tout. Et ça, c'est une manière de donner à tout le monde les besoins, de couvrir pour tout le monde les besoins de base, ce qui est très important. C'est ça qui permet qu'une société qu'il y ait une cohésion sociale, qu'il y ait une cohésion entre les membres d'une même société. Ça, c'est la base et c'est le service public qui peut donner ça. Ça permet que les gens restent ensemble, qu'une société reste ensemble. Et c'est ça qui est très important. Qu'ils aient le sentiment d'appartenir à quelque chose. Hein? Lorsqu'on perd des bouts de service public pour différentes raisons, eh ben, on perd la démocratie. Quand on a un service public, on peut intervenir en tant que citoyen, on peut aller dire à tel service de la municipalité de Lausanne ou du canton ou de la Confédération, ça va pas, ça marche pas, je ne sais pas, il y a des choses qui vont pas bien. Quand c'est privé, est-ce que vous pouvez aller dire au kiosque ou au magasin ou à je ne sais qui, vous pouvez vous plaindre, mais c'est eux qui décident. Ici, c'est nous qui décidons. À terme, je veux dire, hein, c'est pas chacun individuellement, mais ensemble, c'est nous qui décidons. Il y a un contrôle démocratique qui peut être fait par le biais soit du Grand Conseil, soit du Conseil communal, soit du Parlement au niveau fédéral. Donc, il y a des contrôles qui peuvent avoir lieu. Quand c'est privé, bah, c'est différent. Et quand c'est privé, le privé, il veut avoir un gain. Il investit à quelque chose, il fait une entreprise, c'est normal, il veut gagner quelque chose. Dans le public, on n'a pas besoin de gagner. C'est un service rendu et ce service se paye avec nos impôts que nous payons. Moi, je trouve c'est-à-dire on gagne autre chose. Hein. Si on considère qu'un pays c'est comme une sorte de coopérative en fait, tout le monde paye, tout le monde a une part et puis on vous rend quelque chose, voilà. Mais si tout est privé, ça va plus loin au sens où ce qu'on a observé, c'est que dans les années où tout était service public, c'est-à-dire les belles années dont on parle encore, où il y avait tellement de travail, etc., à ce moment-là, tout était service public. Il n'y avait pas de privé. Ça n'existait, la notion même ça n'existait pas. Bon, c'est une longue histoire. Il a fallu beaucoup de batailles pour en arriver à cet État qu'on a osé appeler Providence, mais qui est un État normal, donc, hein, puisqu'on paye des impôts. On a quand même bien le droit d'avoir quelque chose, sinon pourquoi on paierait des impôts? Autant donner 10 sous je ne sais pas, une personne qui est au bord du trottoir et qui n'a plus rien qu'un petit écriteau, j'ai faim, donné pour moi puis pour mon chien. On verse 2,50 €, on ne paie plus d'impôts à ce moment-là. D'accord? Bon. Mais à l'époque où justement il était bien normal que l'État, c'est-à-dire nous en fait, hein, l'État-providence c'est nous, hein, c'est personne d'autre que nous. On peut être représenté par des hommes politiques, ça, des hommes, des femmes, voilà. Alors à cette époque-là, eh bien l'économie marchait beaucoup mieux, parce que c'est un non-sens économique. Parce que si c'est pour appauvrir les gens, comme on le fait, bah, après ces personnes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils achètent? Par exemple, les types un monsieur, une dame, n'importe quoi, qui produit des fourchettes et des cuillères, il ne pourra pas les vendre. Ça fait une industrie en moins. Le type qui fait son pain, il ne pourra plus vendre des pains très chers, etc. Donc c'est l'économie que vous attaquez. C'est le système. L'économie, elle ne tourne plus, les gens ont peu d'argent pour acheter. Et alors, on parle bien de la consommation intérieure pour soutenir l'économie. Il n'y en a plus avec les privatisations. C'est-à-dire au fur et à mesure.
Ouais. Et lorsqu'on perd le service public, il y a un appauvrissement général de la population. Ça, à terme, hein, ça c'est pas d'un jour à l'autre, ça se passe pas d'un jour à l'autre. Mais les employés de la Poste avaient des bien meilleures conditions salariales avant qu'aujourd'hui. Les employés des CFF avaient des bien meilleures conditions salariales avant qu'aujourd'hui. Les employés des Swisscom avaient des bien meilleures conditions salariales lorsqu'ils étaient au PTT qu'aujourd'hui, etc., etc. On peut faire la liste, elle est longue. Hein. On pourrait prendre aussi l'exemple de l'énergie. Je dis juste ça, puis j'arrête. L'exemple de l'énergie. L'énergie, ça a été, la population suisse a dit non à la privatisation de l'énergie. C'était en 2002. Bon, en 2008, les autorités, enfin bon, privatisent l'énergie. Ça, c'est vraiment une gifle aux citoyens, parce que la majorité du peuple suisse avait dit non. Bon, la privatisation de la distribution de l'énergie. Oui. Après, ouais. En 2008, on se moque totalement de l'avis de la population qui avait été exprimée en bonne et due forme. On privatise, comme tu dis, la privatisation le transport de l'énergie. Conclusion, oui. Donc en 2014, il y aura la privatisation totale. Et là, nous, on sera là. Hein. On verra ce qu'on peut faire, mais on va se battre. Est-ce qu'on va gagner? Ça, c'est une autre question. Mais en 2008, donc, ils privatisent le transport de cette énergie. Parce que l'énergie, bon, on la produit, mais il faut aussi l'amener jusque dans votre appartement. Bon. Et à ce moment-là, vous voyez que les prix, ils prennent l'ascenseur. Pourquoi? Parce que le transport de l'énergie, il faut investir, hein, ça va pas tout seul. Alors évidemment, si vous avez des privés, ils investissent, ils veulent un retour sur investissement. Et quand c'est l'État, c'était un grand pot commun, et puis s'il fallait investir là, on pouvait toujours prendre un peu ailleurs. Mais malheureusement, en plus, le principe de la privatisation, c'est on privatise ce qui précisément est rentable. Mais ce qui ne sera jamais rentable, nous pourrons le garder. Donc nous pourrons encore payer des impôts. Ouais. Il y a un autre exemple qui est très clair, c'est l'exemple de l'eau. La distribution de l'eau a été privatisée dans des pays d'Europe, pas seulement dans des pays de l'Amérique latine ou d'ailleurs, mais aussi dans des pays d'Europe comme la France. Dans certaines communes, ont privatisé la distribution d'eau et ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière pour différentes raisons, mais les principales, c'est que l'entretien n'était pas fait correctement, la distribution, le prix était plus cher pour les gens, donc il n'y a aucun bénéfice. Pour les personnes, il n'y a aucun bénéfice. Il y a un bénéfice pour ceux qui investissent là-dedans, et comme disait Elisabeth, ils veulent toujours avoir un retour sur investissement. C'est normal, hein? Ouais. Quand on est privé, c'est normal. Mais pour les besoins de base, alors là, il y a plus, c'est inadmissible qu'il y ait un gain, un retour d'investissement sur des besoins de base. Les besoins de base doivent être couverts par les impôts, par l'État, pour tout le monde la même chose. À partir de là, après, on peut avoir plus. On peut avoir des hôpitaux, puis si après on veut avoir plus, on peut aller en clinique ou aller en chambre privée. Mais tout le monde pourra être soigné dans le même hôpital et aura droit au même matériel qui est à disposition dans cet hôpital. Et c'est ça qui est important. À partir de là, il peut y avoir des plus, que si vous avez de l'argent, vous payez pour votre commodité. Mais c'est différent. Le besoin de base, c'est d'être soigné. Mais je vais juste ajouter là, sur la privatisation. Si par exemple, vous avez une grande compagnie qui rafle, je prends l'exemple de l'énergie, mais ça pourrait être autre chose, hein, et puis vous n'êtes pas satisfait de la distribution ou de ci, de ça, vous voulez râler où? Je veux dire, le propriétaire, d'abord on ne sait pas qui c'est, hein, c'est un groupe d'actionnaires, on ne sait pas qui c'est. Et puis ils peuvent être où? Ils peuvent vivre aux Bahamas, ils peuvent vivre en Alaska ou je ne sais où. Donc allez les trouver, pas les rouspéter, c'est inutile. Vous êtes pieds et poings liés aux grandes transnationales. Fini, terminé. Considéré comme un objet plus ou moins avarié, qu'on presse comme un citron, là, allez, paye, puis voilà. Puis si vous n'avez pas le fric, vous embêtez tout le monde, c'est tout. Rien à... réduction de population, vous avez même été envisagé, hein, d'essayer de zigouiller un certain nombre de personnes. Mais ça semble que ce soit pas... Je ne sais pas. Bref. Hein. C'est vrai que beaucoup de personnes se plaignent parce qu'on paye trop d'impôts, soi-disant. Mais il faut aussi voir qu'on a beaucoup de choses à disposition après.
je ne sais pas si nos impôts sont utilisés au mieux. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça comme ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on paye et on a un retour direct. Et ça, c'est ça qui est important. Vous dites que la majorité des gens se plaignent parce qu'on paye beaucoup d'impôts. C'est vrai que c'est quand même conséquent. Ouais. Tout en sachant que, comme vous dites, ça privatise de plus en plus. Donc, en fin de compte, on paye quand même pour certaines familles, en tout cas, ou certaines personnes, un impôt qui est important. Et de se dire qu'en plus, justement, tous ces services qui sont publics augmentent et souvent augmentent pour gêner d'autres personnes. Mais en fin de compte, tout devient de plus en plus cher. Ouais. Vous dites les CFF, là, c'est un très bon exemple. On a vu qu'ils ont augmenté en début d'année. Il y a des gens qui se plaignent, qui sont obligés de prendre le train pour aller à droite à gauche pour travailler. Et ils disent qu'ils augmenteront encore à la fin. Et ils ne font rien. Il n'y a pas plus de wagons, il n'y a pas plus... Enfin, les gens, moi je connais des gens qui vont là-bas, ils disent souvent le matin on n'est pas assis, on doit rester debout tout le trajet. Le retour, c'est pareil, on est crevé. Enfin, il y a beaucoup de monde, on n'a pas envie d'attendre le prochain train. Donc ils ne rajoutent pas de train, ils ne rajoutent pas des wagons. Et puis, comme vous dites, c'est que ça augmente. Donc, il y a quand même un problème à quelque part. Donc, je pense comprendre aussi les gens qui se disent on paye beaucoup d'impôts, en plus tout augmente. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui ne joue pas. Oui, exactement. Parce que le CFF, il n'est plus à 100% de l'État. Et c'est sur ça que nous on veut faire l'accent, notre association, de revenir à nous, les usagers, pas les clients. On n'est pas des clients et on ne sera jamais des clients. Et aussi, on veut remarquer ça et être partout où il y a ces problèmes que eux ils s'appellent libéralisation, c'est-à-dire donner au marché, comme on les appelle maintenant, les choses que nous on a payées avec beaucoup de sacrifices, c'est libérer au marché. Un marché qu'il y a quelques multinationales qui se le disputent, c'est multinational, c'est jamais complètement national, l'entreprise qui va prendre part de ce qu'offre l'État. Généralement, ils viendront de Russie maintenant avec des capitaux douteux, ou bien des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne. Tchétchénie. Tchétchénie. Et nous, ce qu'on veut, on veut pas, peut-être on ne va pas éviter ça, mais on va donner les cris d'alarme. On veut que les gens ils sachent que c'est notre droit d'alerter et d'écouter ce que monsieur tout le monde a à dire, parce que pour le moment, il a encore la parole. Il doit défendre son acquis. Alors, Assidus est intervenu sur un nombre de sujets intéressants en ce qui concerne les services publics. D'abord la Poste, mais ensuite on a aussi travaillé sur la caisse maladie unique. On a travaillé pour l'initiative sur la caisse maladie unique. On a travaillé contre la privatisation de l'électricité. On a travaillé contre l'AGCS, qui est l'accord général du commerce des services. C'est un accord entre les États, qui dépend de l'OMS, et qui prévoit à terme la privatisation de tout. De l'OMC, c'est un accord qui est OMS. C'est pas grave. Bon. C'est un accord qui est l'AGCS est l'accord général sur le commerce des services qui dépend de l'OMC et qui est un accord signé par tous les pays qui, à terme, prévoit la privatisation de tout. L'école, tout. Ah voilà, donc c'est ça. Les routes, n'importe tout. Et comme la Suisse l'avait signé, ça veut dire que voilà, le citoyen n'a rien à dire, rien. C'est-à-dire, on le privatisait, ces services publics sous le nez, sans que les gens puissent dire non. Ok. Ça, on nous vole. On s'est battu contre cet AGCS. Ouais. On n'a pas été les seuls. Partout, il y a des villes entières, il y a eu Lyon, Turin. On a appuyé beaucoup de mouvements qui se sont battus dans le terrain. Et surtout faire une adhésion symbolique des villes, des mairies, tout en France, en Allemagne, ici en Suisse, en Italie, il y a Zurich, il y a Lausanne qui a participé. Au Canada. Au Canada, il y a Toronto. Même aux États-Unis. Aux États-Unis et New York aussi. Oui. Ouais. Symboliquement, ils se sont déclarés hors HCS. Ça veut dire hors des accords généraux sur le commerce des services, donc des services publics. Et ça, on ne complète pas ces phrases. C'est une stratégie exclusive des libéraux, les gens qui croient dans la privatisation, de ne pas parler clair. Nous, on parle de privatisation. Mais eux, quand c'est privatisation, ils disent libéralisation.
Ça n'a rien de libre, hein. C'est un truc. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous, on veut parler net. Comme nous, on dit usager et pas client, nous, on dit privatisation et pas libéralisation. Parce que la libéralisation, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est pas la liberté des gens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, il y a toutes ces villes qui sont déclarées symboliquement, donc sont hors HSS. Et ça restait là, et on, plus ou moins avec l'appui des pays émergents aussi, dans la dernière réunion de Cancun, on a réussi à stopper les cycles de Doha. Doha, c'est l'endroit où on a signé ces accords. C'est pour ça que ça s'appelle les cycles de Doha, qu'on veut conclure le plus rapidement possible, mais maintenant il est dans l'impasse. Et maintenant, j'ai peur que les choses se bâclent beaucoup plus vite qu'on pense, puisqu'on n'en parlait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien, il n'a jamais fini, il n'est pas fini. On l'a stoppé, mais il n'est pas fini. Donc on est dans l'impasse. Et sur ça, nous, on doit être éveillés. C'est pour ça que notre petite association, modestement, essaie de mettre les grains de sable dans la rue. Notre association, lorsqu'il y a eu les élections en 2006, élections de la municipalité, le conseil communal de Lausanne, enfin d'autres aussi, mais de Lausanne, et en 2007, les élections cantonales, nous avons envoyé un questionnaire à tous les candidats pour savoir combien ils tenaient à leur service public et qu'est-ce qu'ils pensaient des privatisations et des libéralisations de différents secteurs. Nous avons travaillé aussi pour l'initiative pour l'abolition des forfaits fiscaux, l'initiative cantonale, et nous avons aussi été actifs dans le comité contre l'autonomisation du SAN, du service des automobiles et de la navigation, qu'ils ont voulu privatiser et que nous avons pu, avec bien d'autres, nous n'étions pas tout seuls, nous sommes tout petits, mais avec des partis et des autres syndicats, nous avons participé à sauver ce service public-là. Et actuellement... Et puis il y a eu la pétition contre Mobilis. Hein. Alors, Mobilis a décidé de faire un abonnement pour les retraités qui coûtait un petit peu moins cher. Mais s'ils utilisaient cet abonnement, ils ne peuvent pas prendre le bus avant 9 h. Ce qui est complètement inadéquat. Parce que les retraités, il y en a qui travaillent, il y en a qui vont garder leurs petits-enfants parce que leurs enfants vont travailler, donc ils doivent être tôt pour que l'enfant puisse partir. Ils font beaucoup d'activités de bénévolat qui permettent à d'autres associations de fonctionner et faire des services pour toute la communauté, etc., etc., etc. Donc ça, c'était inadmissible. La Vivo, association de retraités, a lancé une pétition contre ça, qui a récolté 8500 signatures, et nous avons aussi participé à la récolte de ces signatures-là. Et actuellement, nous travaillons autour des TPPI, transport public payé par l'impôt. Nous nous posons la question, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les transports publics ne pourraient pas être directement payés par l'impôt? Et nous sommes venus discuter de ce projet dans les quartiers. Nous étions à la Bourdonnette en tout premier. Ensuite, nous avons été à Malais, à Montélie, à Boisy. Nous avons été invités par l'Assemblée générale de la Société de développement des Beauvresses. Et nous avons été aussi discuter avec le syndicat des employés des transports publics de Sèvres pour discuter de ce projet. Alors, on peut dire que les montants totaux qui sont consacrés au transport privé ont augmenté de 33% entre 1996 et 2000. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on a. On espère bientôt avoir de nouveaux chiffres. Mais les transports publics, ça a augmenté de 2,3%. Donc, à la 33% l'augmentation des transports privés, 2,3% des transports publics. Ça, c'est déjà un problème important.
ça veut dire qu'on n'encourage pas assez. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de nos impôts paye aussi une partie de l'utilisation des transports privés. Parce que quand on a des places de parc gratuites, ces places de parc gratuites, il y en a encore, hein, ne sont pas toutes terminées, ces places de parc sont payées par nos impôts. Voilà. Donc c'est une manière d'aider finalement le transport privé. Nous voulons que le transport public soit entièrement payé par l'impôt, c'est-à-dire que si on parle de la région Lausanne et la région lausannoise large, hein, pour les résidents lausannois, cela coûterait 27 millions environ de faire en sorte à ce que les transports publics soient entièrement payés par l'impôt. Le budget de la ville atteint 1,5 milliard, hein, donc c'est la part de ce budget, ce serait 27 millions. Alors, cela correspond à une augmentation de 6 points de l'impôt. 6 points de l'impôt, c'est 2,5%. Donc, une augmentation de 2,5% signifie que si vous payez 1000 francs d'impôt par année, c'est 25 francs. Si vous payez 10 000, c'est 250 francs. D'accord? Donc, c'est une augmentation qui est petite. Si on augmente ça, ces impôts, avec ce qui correspond au paiement d'un abonnement, on va parler maintenant juste d'un célibataire qui payerait 12 000 francs par année d'impôts et lui, il est gagnant. On augmenterait l'impôt du coût de l'abonnement annuel. Actuellement, c'est 660 francs. Si on augmente l'impôt de ce montant-là, un célibataire qui paye ses impôts ici serait gagnant même s'il paye 24 000 francs d'impôts par année. 24 000 francs d'impôts par année, c'est beaucoup. S'il paye ce montant, il est gagnant, et il est même gagnant s'il paye 12 000 francs d'impôts. Donc, beaucoup de gens seraient gagnantes. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à creuser. C'est vrai que le coût de l'impôt de 27 millions devrait augmenter puisque les transports publics seraient pris par plus de monde. Donc, il faudrait augmenter le nombre de matériel roulant, le nombre de cadence, toute la cadence de bus, etc. C'est-à-dire qu'il faut l'augmenter parce que les gens, à ce moment-là, puisqu'il y a déjà beaucoup de villes qui ont des transports en commun gratuits, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui tout de suite prennent les transports en commun. Dans la ville de Châteauroux, par exemple, la première année, ils ont eu 76% de plus de passagers. Alors évidemment, il faut augmenter tout de suite les cadences et mettre plus de véhicules. Mais autrement, non, il n'y aurait pas forcément d'augmentation. D'autant plus que quand on dit payer par l'impôt, il y a une manière de jouer sur les mots. Parce que finalement, quand vous prenez un abonnement pour Mobilis, ou bien quand vous mettez votre petit sou dans la machine à sous, là, votre petit 2 francs ou 2 francs et quelques dans la machine à sous, vous payez quand même. Alors, l'impôt sur le bus, on l'a déjà. Attends, et comment est-ce qu'on peut s'en priver? C'est pas un luxe, le bus. Hein. Voilà. Mais vous ne pensez pas réellement, je ne sais pas, avec les discussions que vous avez eues dans tous ces quartiers et tout ça, que justement, il y a encore une augmentation de l'impôt sur Lausanne, ce serait vraiment quelque chose qui serait bien reçu et que les gens accepteraient facilement. Alors, de se dire... l'augmentation est de 2,5%. Donc, c'est une minuscule augmentation. Si vous payez 10 000 francs d'impôt par année, on vous augmente de 250 francs par année. Bien sûr, alors que l'abonnement de bus coûte 660 par année. Et si donc on est gagnant. Bien sûr, mais si on pense, on sait pertinemment qu'une fois de plus, les gens, on sait, enfin on ne va pas rentrer nouveau dans le système parce qu'on sait que les gens qui arrivent à un certain plafond ne payent pas autant d'impôts qu'ils devraient ou n'importe quoi.
Donc c'est clair qu'une fois de plus, peut-être que sur 10 000 francs, on se dit c'est 250 francs, mais c'est clair que peut-être pour une famille qui a 3-4 enfants, qu'il n'y a qu'une personne qui travaille dans le ménage, de se dire 25 francs, 30 francs ou 100 francs de plus par année. Mais la famille, elle va payer beaucoup de bus. Alors, la famille qui paye 10 000 francs d'impôts par année, elle est beaucoup plus gagnante. Parce que même si elle paye 250 francs de plus d'impôts, elle est là. 2 abonnements adultes qui coûtent chacun 660. Plus les enfants. D'accord. Plus certains des enfants, ça dépend des âges. Aujourd'hui, à Lausanne, il existe déjà une partie de la gratuité. Les enfants, s'ils habitent à plus d'un kilomètre de l'école, les touristes. Les touristes, quand ils payent la taxe de séjour, c'est inclus les cartes de transport gratuites. Mais ça, les gens ne le savent pas, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui voyagent en Lausanne, ils payent leur billet la même chose que les autres. Mais dans les hôtels, ils les donnent d'office. Mais ce que je veux dans dire, les hôtels, ils devraient leur dire, mais ça, c'est inclus. Mais c'est gratuit pour eux. Voilà, donc ça, c'est pas non plus logique, à quelque part, que les touristes, oui, bien sûr, welcome, venez voir, nanana. Mais en fin de compte, comme on dit, déjà... Beaucoup de gens, quand je parle de ce projet, me disent que c'est complètement utopiste de se dire qu'en fin de compte, ça pourrait fonctionner. Non, c'est pas utopiste, puisqu'il y a beaucoup de villes déjà où ça fonctionne très bien. Donc, même aux États-Unis, à Seattle, il y a une ville où c'est comme ça. Voilà, mais c'est une grande ville. C'est des autres mentalités aussi. Les Américains, ils sont pas une mentalité très collective. C'est chacun pour soi. Oui, dans les Pays-Bas. Vous avez en France, vous avez en Belgique, je ne sais plus, ou peut-être en Italie, mais je ne suis plus très sûre de l'Italie, il faudrait que je vérifie. Enfin, si même aux États-Unis ça marche, je veux dire, alors que aux États-Unis, c'est vraiment, c'est chacun pour soi. Les services publics, ça alors, ils connaissent pas. Alors, on a aussi constaté... Mais ce que je voulais juste dire une chose, c'est qu'une barrière psychologique, parce qu'on dit... impôts. Les impôts, c'est cher. Et puis, on ne se rend pas compte que le bus, c'est un impôt. Quand vous payez votre abonnement, vous payez les bus pour les enfants, etc., que vous ayez l'abonnement ou pas, regardez ce que ça vous coûte. C'est un impôt et on peut pas faire ça. On ne peut pas se dire, oh, ben, tant pis, je ne prends pas le bus, je vais à pied. Regarde, puis la Bourdonnaise, si vous voulez à Saint-François, bonjour. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est purement psychologique. C'est exactement comme les assurances maladie. Je ne sors pas du sujet, donc je parle d'une barrière psychologique. Quand on dit les assurances maladie, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas directement les payer avec l'impôt quelle horreur, l'impôt, c'est cher. Mais regardez, est-ce qu'il n'y a pas un impôt sur la santé? Regardez ce que vous coûtent les assurances maladie. Donc, c'est une barrière psychologique. C'est ça. Non, mais donc, justement, si on attaque cette barrière psychologique, où justement, en fin de compte, toujours ceux qui disent l'impôt, c'est souvent ceux qui ont le plus bas revenu, parce qu'ils payent déjà aussi beaucoup d'impôts. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas justement peut-être plus une lutte pour que cette barrière psychologique, elle tombe en disant, ben voilà, il y a énormément de disparités en Suisse. Il y a des choses qui ne jouent pas justement par rapport aux impôts. On sait maintenant de plus en plus que à partir d'un certain salaire, vous payez global. Donc, si vous êtes au-dessus, de toute façon, vous payez la même chose parce qu'on veut que des richesses viennent en Suisse et tout ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, peut-être pour que ça soit moins utopiste et moins, justement, ces barrières psychologiques en disant les impôts, de s'attaquer plutôt, justement, à ces gens qui ont les moyens, qui ne payent pas forcément des impôts aux conséquences de ce qu'ils gagnent, que eux rendent justement ce service à la société. Il y a sûrement d'autres manières. En France, les transports publics gratuits sont payés par les entreprises. Dans certaines régions. Dans certaines régions, non pas partout. Dans certaines régions, ça a été organisé comme ça. Il peut y avoir d'autres manières. Mais si on le paye avec nos impôts, on est largement gagnant. Même jusqu'à un impôt de 24 000 francs par année. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas combien vous payez. Je peux vous dire que moi, je ne paye pas je paye la moitié. Donc, si je paye la moitié, il y a un gain énorme pour un nombre de la population énorme. À la place d'avoir un abonnement, on le paye par l'impôt. C'est la même chose. Vous payez votre abonnement ou vous payez par l'impôt. C'est la même chose. C'est les gros revenus qui sont pénalisés. À part la barrière psychologique, qu'est-ce qui freine les gens quand, en fin de compte, ils vous entendent expliquer tout ça? En fin de compte, quand vous dites ça, on se dit « Waouh, génial, mais pourquoi on n'accepte pas ?» Les gens, quand ils nous entendent parler de ça dans les quartiers, ils sont d'accord. Et ils nous ont déjà dit qu'ils devraient lancer une initiative. Et lancer une initiative, c'est cher. C'est pas évident. Et il faut des fonds. Si on n'a pas le nombre de signatures. Enfin voilà, il faut une organisation beaucoup plus grande que la nôtre. Mais déjà, il faudrait
enlever les barrières des politiciens, parce que c'est pas très bien reçu. Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est bien accueilli par les citoyens, voilà, mais par contre, par l'autre côté de la barrière, au conseil communal, il y a eu déjà des tentatives. Et ça a chaque fois échoué. Mais pourquoi alors? Certains disent qu'il ne doit pas y avoir que ça coûte et que ça doit se payer directement par le billet. Alors que l'école aussi, elle coûte. Elle coûte les salaires des enseignants, l'entretien des bâtiments, etc. L'école, ça coûte. Et on ne le paye pas l'impôt. L'éclairage public aussi. Oui, dans l'argent, on ne paye pas l'impôt. Et tout coûte, évidemment que tout coûte. Et on dit aussi, j'ai aussi entendu, et ça a été un argument qui était assez répandu, notamment chez les Verts. Ils disaient, ah, mais si c'est gratuit, ça va tout de suite être galvaudé. Ça va tout de suite être l'objet de vandaliser. Et or, les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant, en France, aux États-Unis, etc., et en Belgique, c'est tout le contraire qui s'est passé. Alors ça, les gens s'y attendaient. Non, il y a eu une atmosphère qui était beaucoup plus conviviale, et les personnes âgées et les jeunes, notamment, qui sont ceux qui ont le plus peur, se sentent beaucoup mieux. Ils disent que l'atmosphère est plus sympa. Qu'est-ce que foncièrement maintenant on pourrait faire pour que on arrive à quelque chose, puis qu'on arrive à se dire oui, on ne paye pas pour l'impôt? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est on continue d'aller dans les quartiers, on continue de parler avec les gens. Et on continue dans cette voie-là, et on va voir aussi, comme on a été voir le syndicat, on va voir aussi des associations et des partis, etc. Et on discute, on soulève la question. On essaye de parler des avantages, des désavantages et de tout ça avec les gens concernés. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, pour le mot de la fin, peut-être on pourrait dire à nos téléspectateurs, je pense que vous nous avez dit que vous vous occupez plein de choses. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être intéressés de savoir qui vous êtes peut-être plus profondément, ou bien peut-être adhérer à votre... je pense que c'est aussi des bonnes choses que vous attendez. Donc, vous pourriez peut-être dire à nos téléspectateurs où vous trouvez et comment faire peut-être pour participer. Alors, pour nous connaître mieux, ils peuvent aller voir notre site www.acidus.ch. Et là, ils vont trouver nos statuts, notre charte, et puis ce sont nos documents fondateurs et un tas d'articles sur différents sujets. Comme vous le savez, TVB était au Balélec ce vendredi 13 mai et on vous a ramené des images des concerts. Cette semaine en primeur, le premier, c'est Die on Monday du rock. Et ça, c'est la sortie de la semaine. Un bon concert en live, non-stop, qui s'est déroulé le vendredi 13 mai à Balélec. Sinon, pendant qu'on y est, je vous rappelle toujours une petite chose qu'on a essayé de lancer, mais pour l'instant, il n'y a pas énormément de succès. C'était l'idée coup de cœur, coup de gueule. Quelque chose qui vous tenait à cœur ou quelque chose que vous aviez dans la gueule, que vous avez envie de dire, de faire passer. Un message, un coup de cœur, un coup de gueule, l'antenne est à vous. Ne l'oubliez pas, c'est votre quartier, votre télé. On est là pour ça. Donc passez au studio si vous avez quoi que ce soit à dire. Bordeaux News, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.